Bonsoir, bienvenue. Et bienvenue à Alain Guiraudy. Un grand merci de ta présence, de ton implication, du temps voilà, que tu prends pour nous. Un grand merci aussi au Nouveau Printemps, puisque c'est une rétrospective qu'on propose aussi en collaboration, en partenariat avec le Nouveau Printemps. Donc je rappelle que Alain est l'artiste associé. Voilà, artiste associé de cette édition 2024 et donc qui a travaillé à toute la construction du festival, des artistes, de choix artistiques. Voilà, ouais, j'ai invité plusieurs artistes, quoi. Voilà. Et du coup, voilà, on a pu, et donc je remercie Anaëlle, Anne-Laure, parce que grâce à elle, grâce au Nouveau Printemps, on peut vous proposer une rétrospective Alain Guiraudy, parce que ça fait longtemps qu'on en parle et que voilà, là tu pouvais plus refuser. Ouais. Mais je sais pas s'il faut pas dire un mot du. Je suis pas sûr que tout le monde. Je sais pas comment c'est connu en fait sur Toulouse. Le Nouveau Printemps, c'est un festival d'art visuel. Ouais. Qui a lieu chaque année maintenant, depuis 2 éditions, au mois de juin. On a ouvert jeudi dernier et ça va jusqu'au 30 juin. Et l'idée, c'est que chaque année maintenant, bon, ça fait la 2e édition comme ça, où ils invitent justement quelqu'un qui ne vient pas de l'art contemporain pour concevoir l'édition en cours, quoi. Voilà. Et donc ils m'ont invité, j'ai invité des artistes, quoi. Bon, ça reste très art contemporain quand même, quoi. Voilà. Et chaque année, c'est dans un quartier différent. Ouais, exactement. Et là, cette année, c'est le quartier des Carmes et Saint-Étienne. Un peu élargi, ça mord un peu sur le Buscat, je trouve, quoi, mais ça va jusqu'au au monument à la gloire de la Résistance, voilà. Et donc, voilà, il y a des affichettes partout, ou des grandes affiches même partout dans Toulouse. Je crois qu'on a des programmes, il me semble, à l'accueil, donc n'hésitez pas à prendre, voilà, pour voir les artistes et le parcours, puisque c'est dans différents lieux dans le quartier. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite parce que l'idée, c'est une discussion collective. Donc, si vous avez des questions, aussi, on n'attend pas les 5 dernières minutes. Donc, voilà, si à un moment donné, vous voulez intervenir, n'hésitez pas à demander la parole. Mais bon, je vais quand même commencer. Alors, qu'il y ait une question, mais c'est rare. J'ai quand même envie de garder le privilège de commencer. D'autant plus que, en fait, je me suis un peu pris la tête. Je me suis posé des questions. Je me disais, mais comment, par où aborder ton cinéma, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et en fait, je me suis dit peut-être aller à l'essentiel et commençons par, j'ai envie de dire crûment, commençons par le cul. Parce que le sexe, la sexualité traverse vraiment tous tes films et qu'à partir de là, je trouve que ça pose énormément de questions, de mise en scène, de ce que ça veut dire, enfin voilà, qu'est-ce que... Ouais, en fait, déjà, je ne suis pas tout à fait d'accord, ça ne traverse pas tous les films, quoi. C'est-à-dire, je pense même que j'ai mis du temps à m'y mettre parce que c'était assez compliqué, quoi. Enfin, c'est une question qui est compliquée, quoi. Non, je pense que déjà, les courts-métrages, il y a rien. Et ça commence vraiment... Bon, ça commence assez avec du soleil pour les gueux, ouais, finalement. Bon, au bout au 4e film, ça commence, quoi. Mais le 4e film, c'est un plan assez large, une position du missionnaire très classique. Bon, ce qui est moins classique, c'est sur le cos du Larzac, quoi, voilà. Mais je sais que ça a été quelque chose de très, très compliqué. Ça me parlait que, disons que... Et en plus, c'était beaucoup une représentation du sexe hétérosexuel, quoi. J'ai mis du temps avant de venir, le sexe homosexuel est réellement venu avec Le Roi de l'Évasion, et même plus tôt, surtout, je pense, avec L'Inconnu du lac, quoi. Voilà. Ouais, mais c'était présent aussi dans ce vieux rêve qui bouge. Ben, non, ce vieux rêve qui bouge, par exemple, non. En tout cas, la question du désir. Et voilà, il s'agit de désir. Voilà. C'est vrai que la question du désir, elle est très vite là, et c'est vrai que ce vieux rêve,
d'ailleurs, je pense que c'est la bonne idée de Ce vieux rêve qui bouge, justement, c'est que c'est un film, je pense, oui, ouais, où le désir est au cœur du film. C'est il y a même oui, une vraie sensualité, un vrai érotisme, mais sans sexe. Et je pense que justement, c'est marrant, parce que je continue à penser que justement, c'est le fait que le désir ne s'accomplisse pas ou ne se concrétise pas dans le sexe, ouvre de grandes perspectives. Ça fait un film très très ouvert, je trouve, à la fin, alors que si couchait ensemble, on resterait dans quelque chose finalement de beaucoup plus commun, beaucoup plus anecdotique, voire vulgaire, quoi, je trouve. Et ça, c'était vraiment une question de choix. Et après, mais c'est quand même, la représentation de la sexualité, ça a été quelque chose de très compliqué. C'est vrai que je pense que le jour où je me suis vraiment attelé, ça a été avec Le Roi de l'évasion. Mais là, on restait dans quelque chose de très hétérosexuel, quoi. C'était quand même un mec et ouais, c'est un homme et une femme, quoi. Voilà, même s'il y a un écart d'âge entre les deux, bon, ça restait ouais, assez classique, quoi, hétérosexuel, on va dire, quoi. Et comment dirais-je et bon, c'est une affaire compliquée. Pourquoi? Parce que c'est dur de demander ça à des comédiens, quoi. Comme on leur demande un investissement comme particulier. Déjà, quand on voit, c'est-à-dire quand on fait un casting et qu'on commence à dire aux comédiens, déjà, il faut être à l'aise avec la nudité. Alors déjà, ça évacue pas mal de comédiens d'entrée qui viennent pas au casting. Et quand il y a la nudité plus de l'acte sexuel, quoi, pour de faux, ça en exclut encore pas mal d'autres, quoi, voilà. Et puis, je sais pas, et en plus, il y a quelque chose de l'ordre de la direction d'acteur qui est toujours très compliqué. Je trouve qu'on ne peut pas demander à des comédiens, on ne peut pas leur dire allez-y, faites l'amour, quoi. Voilà. Bon, et puis, et il faut quand même, sinon, ça les oblige, je pense, soit à faire appel à leur propre intimité, soit ils livrent généralement ce qu'on voit dans beaucoup de films, c'est quelque chose de très cliché, quoi. Voilà, c'est-à-dire, bon, généralement, ça se termine avec la femme sur le mec à califourchon, voilà, et puis bon, et ça se termine par des séquences très montées en jump cut, quoi. Enfin, grosso modo, c'est le monteur ou la monteuse qui se démerde avec ça à la fin, quoi. Voilà, qui essaie d'en faire un peu quelque chose, quoi. Donc, c'est très important de les diriger, d'être très directif et même de les chorégraphier, quoi, les séquences pour qu'ils n'aient pas justement à se raccrocher à leur propre intimité à eux. Et là où je pense et c'est là que j'ai fait un grand pas, c'est avec L'Inconnu du lac, où effectivement, là, il y a une vraie séquence. C'est là que j'ai commencé avec une vraie séquence, parce que c'était important aussi de filmer le sexe comme le reste, c'est-à-dire comme on filme un combat ou comme on filme une discussion, c'est-à-dire un début, un milieu, une fin, d'être dans la durée, pour éviter justement ces histoires de montage très syncopé ou très elliptique. L'idée, c'était de réellement chorégraphier, d'avoir une vraie scène de sexe qui déjà dure pas que 10 secondes, parce que généralement c'est assez vite expédié aussi ces histoires-là, quand c'est pas directement ellipsé, quoi. Et l'idée, c'était quand même que ça dure quand même 2-3 minutes, quoi, même, enfin, au moins que ça ait un peu l'air d'une durée qui corresponde à la réalité, quoi, voilà. Et qu'il y ait vraiment une continuité. Et c'est vrai que quand on a travaillé ça avec les comédiens en amont, c'est-à-dire qu'on a répété, parce que je pense qu'en plus, généralement, on a tendance à pas répéter ce genre de truc, c'est-à-dire c'est un truc qui fout tellement la trouille à tout le monde qu'on se dit, bon, le garde, on se démerdera au moment, et puis voilà, quoi. Et bon, mais déjà, quand on a répété, qu'on a bien chorégraphié les trucs, et j'ai fonctionné comme ça sur Viens, je t'emmène, sur tous les films, d'ailleurs, après, sur lesquels Rester vertical, ouais. Rester vertical, je ne sais pas si on a peut-être pas tant répété que ça, mais pourtant la scène, le plan, il est extraordinaire. Curieusement, je pense pas que je l'avais répété ça, ouais. Mais on était ok sur
comment ça se faisait, c'était assez simple, il n'y avait pas de changement de position, enfin voilà, c'était assez... Et ils étaient assez libres l'un avec l'autre, quoi. Donc, mais viens, je t'amène, par exemple, ça a été un truc, c'était très compliqué, ben, ça foutait vachement la trouille à Noémie Voski, et pas qu'à Noémie, même Jean-Charles, ça lui foutait la trouille, et même moi, bon, on n'est pas là, rarement, on est rarement là à se dire, ouais, super, on va se faire la scène de baise aujourd'hui, c'est super, voilà. Bon, quand même, c'est toujours assez tendu, quoi, ces moments-là, quoi. Et on l'avait vachement répété, vachement, avec une chorégraphie très claire, quoi. Et c'est vrai que le jour J, ben, ça se passe plutôt bien, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que ça reste ça restait quelque chose de très très compliqué. Il y avait, bon, en plus, il y avait quand même l'enjeu toujours chez moi, quand même, qui était de toujours d'érotiser des corps, pas forcément d'emblée complètement érotiques. Je pense qu'à partir enfin, pas érotique, si érotique, mais ouais, pas dans les canons habituels, ou en tout cas, c'est aussi des comédiens ou comédiennes auxquels qui ont rarement eu l'occasion de se retrouver dans ce genre de situation, quoi, voilà. Et c'est vrai que bon, finalement, enfin, je sais pas si c'est une règle, mais je pense que ça reste quand même compliqué à partir d'un certain âge de se foutre à poil devant une caméra dans ces situations-là, quoi, voilà. Bon. Après, on a vachement de refus de la part des jeunes, hein, quand même. Je pense que même les très jeunes ont beaucoup de mal avec ça, quoi. Et du coup, pour rester, parlons de désir peut-être, Ouais, plus oui, que de ouais. voilà, plus que disons de scènes de sexe. Et pour rentrer peut-être un peu plus dans ton cinéma, donc t'as parlé en fait, du corps, des corps qui sont pas dans les canons, et j'ai envie de dire presque des corps au décor. Il y a quelque chose, tu vas chercher quelque chose qui constamment et c'est pas à côté en fait, mais qui est vraiment extrêmement réaliste. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve tout un chacun Oui. dans voilà, que ce soit dans Ouais. les corps en fait, et que tu filmes aussi avec désir, c'est-à-dire d'érotiser des corps qui voilà, qu'on n'irait pas chercher pour faire une pub pour de la lingerie masculine ou féminine. Et de la même manière, les décors, les lieux, il y a quelque chose qui est assez frontal dans ta manière dans ta manière de filmer, que ce soit les paysages ou les corps. C'est une règle pour toi? C'était l'idée aussi de filmer ça comme le reste, quoi. Voilà, ouais, c'est aussi après pour les histoires de corps, c'est que par exemple un film comme Ce vieux rêve qui bouge, ça naît de ça, quoi. Ça naît de l'idée de, enfin, j'avais à la fois un projet sur je voulais faire un documentaire sur le travail, sur la fin, pas la fin du travail, pas la fin du monde, du monde ouvrier, mais la fin d'un certain monde ouvrier. Moi, j'avais connu la fermeture des usines à Decazeville, et je sentais quand même que bon, on n'avait pas du tout le même rapport au travail que mes parents, quoi, qui eux ont commencé mon père, il est rentré ouvrier à 20 ans ou 25 ans, et puis il a été comme ça, et ça allait jusqu'à la retraite, quoi. Enfin, du coup, pour le coup, lui, il a pris retraite parce qu'il a été l'usine a fermé, quoi, voilà. Mais enfin, oui, elle a fermé, enfin, pas complètement fermé. Enfin, il y a eu des vagues de licenciements, c'était par milliers, quoi, que ça licenciait, quoi. Et donc, j'avais un projet de documentaire autour de ça. Et puis, j'avais aussi mais bon, j'ai toujours beaucoup de projets de documentaire, quoi. Enfin, et ça se fait jamais, et ça revient dans la fiction d'une manière ou d'une autre. Et j'avais aussi un projet sur une histoire de désir qui, justement, ne fonctionnait pas, de gens qui n'arrivaient pas à se trouver, quoi, qui se désiraient mais qui ne se trouvaient pas. Et la bonne idée que j'ai eue, ça a été de réunir les deux, quoi. Voilà, c'est-à-dire parce que finalement, je trouvais pas de... oui, j'arrivais pas à trouver de résolution ni dans l'un ni dans l'autre. J'arrivais pas à tirer un fil, quoi, qui me satisfasse. Et puis, je trouvais tout ça un peu. Je trouvais que ça servait un peu à rien ce que je faisais, quoi. C'est-à-dire ces projets-là, quoi. Et de les réunir, ça a été la bonne formule, parce que, alors, ça tombait aussi dans un moment où
bon, évidemment, l'homosexualité, assumer mon homosexualité, tout ça, ça a été des trucs très très compliqués, quoi. Ça a été, mais ça tombait aussi dans. Alors, on fonctionne beaucoup avec ses goûts. Enfin, il y avait mes goûts, ma tendresse pour le monde ouvrier, paysan, et il y avait aussi, j'en ai aussi fait une idée politique, quoi. C'est-à-dire que cette idée que quand on regardait la presse, la presse magazine, la télé, tout ça, bon, d'une part, on avait l'impression qu'effectivement tout ce monde-là était complètement exclu des affaires de sensualité, d'érotisme, de sexualité et d'homosexualité, évidemment. L'homosexualité était quand même la représentation je veux dire, principale, la majoritaire de l'homosexualité, c'était quand même des jeunes mecs plutôt bien foutus, qui vivaient dans le centre des villes, pour pas dire même dans le centre de Paris, et qui avaient plutôt de l'argent, quoi. Voilà. Donc, c'était pour moi, alors que moi, le monde que je fréquentais était plus du côté de la campagne, des chômeurs, même des maçons, une homosexualité beaucoup plus cachée d'ailleurs, hein, quoi. Voilà. J'étais pas, et c'est vrai que je me disais même, je n'étais pas sûr que la Gay Pride, même si c'était super important et que ça existe, quoi, que ça aide. Voilà, je disais à l'époque, je citais l'exemple du maçon de Rodez. J'ai jamais connu de maçon de Rodez homosexuel, mais bon, le maçon de Rodez a assumé son homosexualité, quoi. Donc, et je l'avais même mis dans ma note d'intention. On fait toujours, quand on cherche à financer un film, on nous demande toujours, bon, il y a un scénario, mais il y a un autre truc hyper important et hyper pénible à faire qui s'appelle la note d'intention. C'est-à-dire qu'il faut pondre un texte pas super long, mais qui parle des enjeux, des ambitions du film qu'on prépare, voilà, qui donne un peu à voir le film tel qu'on voudrait le faire. Et je parlais même de Prolo Pride, hein, carrément, dans la note d'intention. Je disais, voilà, c'est important aussi de resituer les affaires de désir dans ce monde-là, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, c'était à la fois quelque chose de. Je pense que c'était important même pour moi de resituer tout ça dans le monde ouvrier, quoi. Voilà. Dans un autre monde que ce qu'on avait l'habitude de le voir, quoi. Voilà. Et c'était bien aussi d'amener le film social. C'était aussi parce que bon, c'était aussi l'époque des années 90. Il y avait quand même tout un courant de films social qui s'évertuait à retracer la vie de la façon la plus fidèle possible. Les histoires d'ouvriers, généralement, c'était accompagné d'un misérabilisme insupportable, quoi. Voilà, j'avais aussi envie d'amener le film social ailleurs, quoi. Voilà, de le faire un peu déraper, tout ça, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est quelque chose, si on parle par rapport à l'homosexualité, par exemple, dans tes films, on n'est jamais dans un rapport justement, social. Enfin, ça ne devient pas un sujet un sujet de société ou quoi. C'est qu'en fait, on est homo à la campagne. La question ne se pose, elle se pose pas, elle se pose pas vraiment. Il n'y a pas un problème d'identité ou de trouver sa place. En fait, on a une place. Elle est. Je pense au Roi de l'évasion, par exemple. C'est plutôt l'interrogation, c'est comment est-ce que je peux à 40 ans désirer une jeune fille alors qu'en fait j'aime pas les femmes. Disons que même le roi, non, mais même le Roi de l'évasion, c'est même carrément, j'ai carrément tout renversé, quoi, parce que effectivement jusqu'à présent, moi, l'homosexualité ne posait pas problème, ne faisait pas débat, mais bon, elle faisait pas débat aussi parce qu'elle était cachée. Dans Ce vieux rêve qui bouge, bon, il y en a 3 qui se tournent autour, mais les autres ne sont pas du tout au courant qui se tournent autour, quoi. Merde, ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Dans Le Roi de l'évasion, voilà, j'ai un peu tout refoutu cul par-dessus tête, parce que quand même, on est même dans un coming out à l'envers, quoi. Le coming out, normalement, c'est les mecs qui sortent du bois, qui révèlent son homosexualité. Là, c'est carrément
un homosexuel quand même assumé, qui mène sa vie, connu un peu de tout le monde comme ça, comme étant homosexuel, qui tombe amoureux d'une jeune nana, quoi. Voilà, donc, et c'est même ça, c'est ça qui fait scandale, quoi. Finalement, c'est l'homosexuel qui tombe amoureux d'une nana, quoi. Bon, il se trouve qu'elle est quand même très jeune aussi, elle est encore, bon, elle est au collège, quoi. Bon, donc, effectivement, ça aussi, ça fait un peu scandale, quoi. Mais je pense que déjà, le roi de l'évasion, je trouve que je passais un peu un cap, c'est-à-dire même, il y a quand même une séquence dans laquelle, et ça pareil, c'était important aussi pour moi de le faire, où le mec explique que finalement, c'est pas très normal d'être homosexuel, que peut-être si tout le monde se marie, a des enfants, enfin se marie ou vit en couple, a des enfants, faute d'une famille, peut-être que c'est un mode de vie qui est pas si mal que ça, quoi. Enfin, c'est pour tout le don. Et ça me paraissait intéressant, voilà, de reposer ces questions-là, quoi. Et je pense qu'il y a un peu qu'un homosexuel qui pouvait faire ce film, quoi. Sinon, je pense que le mec, il s'en prenait plein la gueule, quoi. Enfin, oui, peut-être été taxé d'homophobie par certains, quoi. Je l'ai pas trop vu passer, mais enfin oui, quand même, oui, je pense que c'est un film sur lequel j'ai poussé le bouchon un peu loin, quoi, là-dessus, quoi. Voilà. Et puis c'est vrai qu'il y avait un héros, mais ça a beaucoup plu. Je pense le côté le héros homo, le bear, le mec, le chubby, quoi, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le mec bien en chair, confortable, comme on dit, pour être politiquement correct, quoi. Et oui, enfin, disons que oui, le film prenait quand même le contre-pied de beaucoup de choses, quoi. Voilà. Et du coup, là, pour rester pareil, je pars de là, en fait, mais cette question du désir, alors vraiment jusqu'à ou la scène de sexe ou pas, elle est, en fait, je me demande, est-ce que c'est le moteur de l'action de l'histoire, je veux dire le désir, est-ce que il est, parce que tu as parlé du côté politique, mais en même temps, est-ce que le désir est pas aussi quelque chose de l'ordre du presque, j'allais dire, du métaphysique, parce qu'en fait, j'ai remarqué dans tes films, le désir est toujours lié à la fin de quelque chose ou à une fuite, alors qu'en général, on est plutôt, le désir, ça va être plutôt au cinéma, ça va être le début, c'est le début de quelque chose. Et en fait, dans tes films, c'est toujours lié à la fin. Alors, soit dans Ce vieux rêve, c'est la fin de l'usine, dans Le Roi de l'évasion, c'est une fuite, véritablement. On va retrouver dans L'inconnu du lac, c'est aussi, enfin, je veux dire, voilà, la mort est présente, il y a toujours un rapport à la mort. On va voir cette scène qui est magnifique dans Rester vertical. Et c'est pareil, on est toujours dans une fuite où en fait on est toujours en mouvement, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as conscience ou pas d'ailleurs? Oui, enfin, disons, la question revient, disons, bon, déjà, c'est vrai que c'est marrant parce que je pense que bon, ça sera peut-être analysé un jour, mais déjà, mes films pas sexuels, quand même, il y a toujours une recherche, il y a souvent un mec qui court après un autre, quoi, enfin, il y a des gens qui se courent après, quoi. Donc, je pense que c'est quand même très lié à l'errance, à chercher quelqu'un, à avancer. Moi, je considère ça quand même comme un des grands moteurs du monde, quoi, hein, de toute façon, hein, le désir, forcément, ça. On se lèverait pas pareil le matin, quand même, quoi, hein, s'il n'y avait pas ça, quoi. Je parle même pas forcément de désir sexuel, hein, mais je parle de désir en général, quoi. Donc, effectivement, oui, moi, c'est quand même ça qui me fait avancer. En tout cas, c'est ça qui met les gens en mouvement, quoi. Et pour faire un film, j'ai quand même un peu besoin de ça, quoi, moi, de me mettre déjà moi en mouvement, et puis de mettre les comédiens, je sais pas, les comédiens, les personnages, de les faire avancer, de les faire courir après quelque chose, de les faire entrevoir quelque chose. Il faut et puis je sais pas, je pense que c'est quand même un grand ressort du cinéma, quoi, hein. Mais c'est marrant parce que j'ai pris conscience là, il y a pas longtemps de ça.
que quand même si on filmait, que finalement le cinéma qui m'a fait aimer le cinéma, quand même, finalement, il y a toujours une quête, il y a une recherche, il y a de l'errance, il y a de la poursuite. Ce dont j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps, c'est que je me dis que quand même, souvent, si on filmait des bagarres, s'ils ont tellement filmé de bagarres à Hollywood, c'est aussi parce qu'ils ne pouvaient pas filmer du sexe, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire il y a du corps à corps, il y a aussi, c'est les deux moments, c'est les deux trucs, je pense, la bagarre et le sexe, où on retrouve un peu son côté animal dans l'être humain, quoi, où on s'y fout à fond, on réfléchit pas, quoi, et on peut devenir, enfin, on peut devenir sauvage, quoi, voilà. En tout cas, on a le droit, quoi, là. Enfin. Ouais, donc alors est-ce que ça a à voir avec le désir? En tout cas, je pense que c'est ça qui nourrit un film, quoi. Voilà. Ouais, voilà, le film où juste on regarde, il y a des gens qui font rien, quoi. Enfin, ça, Non, mais c'est un après, peu du mal, quoi. après Voilà, ouais. tu vois, enfin, le désir ou le sexe, parce qu'il y a des moments où, je sais plus, c'est dans Voici venu le temps, où en fait, il y a un personnage, je sais plus, parce que non, je risque de les confondre, mais tu sais, ce personnage qui fait des espèces de mobiles, Ouais, ouais, c'est Voici et en le fait, et temps, qui ouais. termine, et qui dit, si je me rappelle bien, enfin, en gros, que s'il jouit, il meurt, Ouais. et qui va finir par se masturber, Et enfin voilà, jouir et donc il y mourir, a le ouais. côté Ouais. de la mort. Et de la même façon, dans Le Roi de l'Évasion, à un moment donné, il y a un personnage qui dit je ne veux pas jouir parce que si je jouis, je n'aime plus. Ouais, Il y a ce effectivement, ouais. rapport un peu aussi, quand même, C'est je dirais à vrai. la fin, à la mort. Oui, ouais, bon, alors ça c'est bon, bon, on fait aussi des films pour dire des trucs qu'on a du mal à expliquer, mais effectivement, non, je pense qu'il y a un fort lien, ouais, entre le désir et la mort, en tout cas entre l'érotisme et la mort, quoi. Hein, voilà, il y a quelque chose de très qui moi enfin, qui reste. Je pense que les deux restent très. Bah, je sais pas si c'est le grand mystère que constituent tous les deux, quoi. Enfin, le désir et la mort, c'est quand même bon les deux gros trucs qui restent très très mystérieux pour moi. Enfin, pour moi, pour beaucoup de monde, je pense. Quoi. Peut-être que c'est aussi leur mystère qui les réunit comme ça dans la fascination qu'on peut avoir pour les deux, et en tout cas de les mettre en rapport. J'avoue que je ne sais pas trop pourquoi je les mets en rapport aussi souvent, pourquoi ça tourne autant. Quand même, la mort. Alors moi c'est marrant, il y a Paul Vecchiali, il me disait non mais ça c'est un truc du Sud. Ouais, lui, ouais, il le reliait vachement au Sud. Il dit quand même au Sud. Et il y a Luc Moulet qui avait dit ça. Je crois qu'il avait même écrit dans le premier article qu'il avait fait sur moi dans les Cahiers du cinéma avec Du soleil pour les gueux, où il disait lui, il parlait même d'un axe de la Garonne. Et je crois qu'il même il mettait la mort là-dedans, quoi. Et alors bon, moi, c'est vrai que je n'ai pas du tout conscience que ce soit si un érotisme du Sud. En même temps, c'est marrant. En même temps que je vous dis ça, je pense à la corrida. Bon, alors bon, j'ai la corrida qui me passe par la tête, qui était très présente chez Bataille, par exemple, et qui, pour le coup, est vraiment un truc du Sud, quoi. Voilà, bon. Comment dirais-je? Oui, il y a quand même quelque chose, quoi, une érotisation de la mort, quoi, dans la corrida, je pense. Et je... ouais, moi c'est vrai que enfin, en tout cas oui, je pense, bah oui, dans le dernier film c'est très présent aussi, quoi. Et peut-être, et effectivement, je pense que L'inconnu du lac a été l'acmé de ça, quoi. Il y a un côté où je sais que pareil, dans la note d'intention. Voilà, comme quoi les notes d'intention, c'est finalement important. Je l'ai commencé, je crois, par une phrase de Georges Bataille, qui était l'érotisme, c'est... Alors, je suis jamais sûr de mon coup quand je la ressors, cette phrase, c'est ça le problème. Mais c'est l'approbation, ouais, merci.
Il y a l'approbation de la vie jusque dans la mort, quoi. Voilà. Donc, voilà, il y a un côté, voilà, vous avez 2 heures, 4 heures, là, et puis allez-y, quoi. Et cette phrase, ben, son bouquin L'érotisme commence par cette phrase. Et je ne peux pas dire que j'ai lu le bouquin entier, mais j'ai au moins lu les premières pages. Et cette phrase bon, elle m'avait évidemment marqué, mais c'est étonnant comme je m'en suis souvenu, ressouvenu. Je n'ai pas écrit L'inconnu du lac avec cette phrase, mais quand même, quand il a fallu faire une note d'intention, expliquer où j'allais avec ce film, c'est marrant, c'est une phrase qui est revenue, quoi. Donc, faisant le lien sacro-saint entre Eros et Thanatos, quoi, voilà. Et effectivement, il y avait quelque chose, il y a un truc à la base, là, finalement, ça part, je pense que le film né de la séquence de la noyade qui est filmée en pleine séquence et de cette noyade, malgré cette noyade ou peut-être avec cette noyade, hop, l'autre qui se met à désirer enfin, il le désirait avant, c'était important qu'il le désire avant, le meurtrier, mais il y a quelque chose, quoi, qui est très lié entre les deux, quoi. Voilà. Et puis je pense, enfin bon, on reviendra aux questions de forme plus tard. Et avant de venir à la question justement des formes, une question d'écriture. Je me demandais, est-ce que quand tu écris, parce que tu crées vraiment un univers qui t'est complètement propre, qui pourrait être, je sais pas, je crois que j'ai lu parfois on parle d'utopie ou en tout cas voilà, c'est un autre territoire, parce que c'est un grand mot aussi qu'on utilise aujourd'hui. En fait, tu pars quand tu écris, tu pars des personnages, de décors, de comment dire, de situations. Des fois, j'ai l'impression en fait qu'il y a une situation et que cette situation va ensuite entraîner peut-être d'autres ou de. Ouais. Enfin, tu pars de quoi en fait? Ouais, c'est très variable, mais de toute façon, si c'est les lieux et les personnages, quoi. J'ai du mal à parler de décor, je parle plutôt de lieux, ouais. Mais alors bon, c'est très variable. C'est marrant parce que comment dirais-je, je pense que bon, L'inconnu du lac, j'ai cité cette séquence fondatrice. Je pense que ça part vraiment de là. Bon, ça part d'un lac, mais de toute façon, à l'arrivée, pour des raisons de production, on va tourner ça quand même en Provence, quoi. En plus, un lac que je voulais à tout prix éviter, quoi. C'est-à-dire, je m'étais dit, je veux surtout pas le lac de Serre-Ponçon, je veux pas le lac de Sainte-Croix parce que c'est des lacs trop grands. Je voulais un petit lac, voilà, et un petit lac comme on en a dans le Tarn, quoi, voilà. Et là, évidemment, j'ai tourné à Sainte-Croix, quoi. Voilà, bon, donc exactement. Mais ça part déjà. Mais c'est marrant, même dans le genre, on tourne pas sur les mêmes bases que ce qu'on avait décidé de partir. Ce vieux rêve qui bouge. Le scénario, ça commençait par il fait nuit et il fait froid. Et finalement, il fait jour et il fait chaud, quoi, hein, dans le film. Hein. Et donc. Ça part de base, ça bouge après tout ça, hein, voilà. Mais après, je sais pas moi, rester vertical, c'est vraiment partie de lieu. Voilà, ça, j'avais envie de. Il y avait le Cosméjean que j'avais très envie de filmer depuis longtemps, que je voulais filmer même à l'époque de Du Soleil pour les gueux. Je voulais faire Du Soleil pour les gueux sur le Cosméjean, mais à l'époque c'était pas possible. On est dans la zone parce que c'est la zone la zone de grande protection du Parc national des Cévennes, donc bon, ils font tout pour refuser, ils font tout pour pas faire de la publicité au lieu et y préserver, et donc les tarifs pour tourner sur place étaient trop chers à l'échelle pour l'économie d'un court-métrage, donc j'avais pas pu me le permettre. J'avais été dans le Larzac, et d'ailleurs le film n'a pas perdu au change, quoi. Mais pour rester vertical, j'avais vraiment envie de ce Cosméjean. J'avais envie de faire quelque chose aussi dans le Marais Poitevin, parce que c'est vraiment des endroits dans lesquels je me plaisais beaucoup, et puis et terminer à Brest, quoi. Voilà. Puis c'était des endroits un peu d'une
France vraiment oubliée, qu'on n'avait pas l'habitude de voir, une France, bon, ce qu'on appelle la France profonde, quoi. Et j'ai tissé quelque chose à partir de ces lieux-là, quoi. Bon, après, c'est beaucoup plus compliqué qu'effectivement, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, quoi. Pour Viens, je t'emmène, c'est vraiment, j'avais envie de filmer Clermont-Ferrand depuis un moment. Alors, j'écris pas Viens, je t'emmène. Enfin, si j'écris, Viens, je t'emmène. Si, je l'écris en pensant à Clermont-Ferrand, quoi. Voilà. Mais Clermont-Ferrand, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un film dans Clermont-Ferrand. Et puis là, c'était très à propos parce que ben, déjà, il y a une statue de Clermont-Ferrand, une statue de Vercingétorix à Clermont-Ferrand, quoi. Il y a, c'est un peu la ville où on s'attend pas à ce qu'il s'y passe un attentat, quoi. Voilà, on se dit tiens quand même, l'attentat à Clermont-Ferrand, c'est un peu la loose quand même pour les terroristes, quoi. Et en plus, ça marchait très bien la ville c'était vraiment l'occasion, quoi, d'y faire quelque chose. Et non, c'est même beaucoup de. Mais après, il y a des choses qui ont. C'est tout droit jusqu'au matin. Je me rappelle tout droit jusqu'au matin, qui était. J'avais été quelques années veilleur de nuit en cité universitaire, et j'avais fait le film pour une cité universitaire. Tout droit jusqu'au matin, c'est un mec, c'est le monologue d'un veilleur de nuit, voilà, qui déambule, donc qui déambulait dans des couloirs. Le scénario, c'était et j'ai commencé à demander des autorisations au Crous, ça se passait pas très bien, j'ai eu une idée vachement bien, c'était de transposer le truc à Villefranche-de-Rouergue, où il n'y a jamais eu des veilleurs de nuit à Villefranche-de-Rouergue qui veillent sur la ville, qui déambulent dans la ville, quoi. Et ça, c'est même ce côté. Ce côté déréalisé, quoi, faisait un bien fou au film, quoi, voilà. Et bon, et en plus, il se trouve que, pareil, Villefranche-de-Rouergue, j'avais vachement envie de faire un film depuis longtemps là-dedans, quoi. Après, bon, je dis ça, là, ça a l'air évident maintenant, mais et ça m'a l'air moi aussi évident maintenant, mais je sais que j'ai longtemps hésité. Je me disais, mais attends, c'est un peu débile. Je me rappellerai même coller des stickers de la ville avec le logo de Villefranche-de-Rouergue sur les vêtements des veilleurs de nuit. Bon, ce qui est un peu con, quoi, à l'arrivée, d'ailleurs, je me dis, parce que de toute façon, on y croit, enfin, on y croit parce qu'on est bonne poire, parce qu'il y a un contrat avec le spectateur, et que pourquoi on n'y croirait pas après tout, quoi, voilà. Mais c'est pas le sticker qui est aidé à quelque chose, mais c'était pour dire quand même qu'il y avait une certaine, un vrai doute, quoi, par rapport à ça. Et puis, je sais pas, du soleil pour les gueux, ça part plus bon, il y avait le Cosméjean, il y avait le Cos, mais ça part plus d'un truc où je me disais, tiens, bon, j'ai pas les moyens. J'avais fait 3 courts-métrages. J'avais pas les moyennes, j'avais 2 projets de long en plus à l'époque, qui étaient déjà écrits et qui ne donnaient pas de repos pour les braves, puis voici venu le temps après, mais que j'arrivais pas à réunir les moyens pour les faire, j'arrivais pas à trouver de production, parce que bon, mes courts-métrages, faut bien le dire, on marchait pas des masses, quoi, voilà, ça tapait un peu pas dans l'œil de grand monde. Donc je me suis dit, tiens, on va, tout en restant dans une économie de court-métrage, étirer le propos, voilà, voilà, pour rester dans l'économie de court-métrage, il fallait tourner rapidement, c'est-à-dire, bon, allez, 6-7 jours maximum, et avec peu de comédiens et peu de monde, c'est-à-dire une équipe hyper réduite, voilà, et je me suis dit, bon, allez, on part, voilà, il y a la terre, le ciel, 4 comédiens, quoi. Moi, je fais un rôle, ça fait une bouche à moins à nourrir, quoi. Voilà, hop. Et on prend 10 boîtes de pellicule, quoi. C'est-à-dire, on prend que dalle pour un film de 55 minutes, quoi. Même maintenant, je me dis, ah ouais, quand même. Enfin, c'était un peu plus. Je pense qu'on devait avoir 2-3 fois la prise, quoi. Mais ce qui est vraiment ridicule d'habitude, on a quand même un peu plus de pellicule que ça. Et et puis surtout, j'avais envie d'un truc, j'en avais un peu marre là que ça traîne tout ça, quoi. On mettait, même pour un court métrage, ça mettait facilement 2 ans à se faire. Et là, c'est genre
j'écris ça pendant l'hiver, ça se finance au printemps et on tourne en été, quoi, voilà. Et sachant que le financement, c'était que dalle. Enfin, c'est là, je crois que ça se fait avec la région Midi-Pyrénées je sais pas quoi d'autre, mais ça fait la région Midi-Pyrénées et puis. Il y avait pas Et, Caprod ouais, là-dessus, Cap Ouais, Production. ouais, mais bah, Cap Production prêtait la caméra, Ouais. quoi, voilà. Donc, mais il y avait, et après, on termine avec une aide de TECIF, Théâtre et Cinéma en Île-de-France, quoi. C'est-à-dire l'Île-de-France qui aide pour la post-production, quoi. Et on a terminé grâce à eux. Mais sinon, j'avais même pas le financement pour le faire. Et c'était vraiment cette idée d'un truc très simple. Je sais que politiquement aussi, j'avais envie d'un dialogue entre les pauvres de chez nous et les pauvres d'ailleurs, quoi. C'est le film réuni. Bah, il y a un truc de très réussi pour moi dans Du Soleil pour les gueux, c'est ça, c'est le mélange. On est avec des bergers d'Ounaï, des bandits d'escapade, des guerriers de poursuite, un monde d'une autre époque ou d'un autre monde ou du tiers monde, quoi. Mais d'opérette en plus, c'est quand même le bandit. C'est moi qui fais le bandit, quoi, qui court sur le corps, torse nu. Voilà, ouais, avec un petit truc. Enfin, en plus, avec des fringues que j'avais trouvées dans de la fripe. Il y a un caleçon qui est recyclé en collant, quoi. Enfin, bon. Et teint en rose, voilà. Enfin, donc, ouais, il y a du guerrier et du bandit d'opérette. Et il y a Millot à côté, quoi, avec les problématiques d'une coiffeuse au chômage. Et je trouvais ça bien comment dirais-je, cette confrontation entre voilà, les pauvres d'ici et les pauvres de chez nous. Surtout que, je sais pas, à l'époque, on nous a mettait un peu plein la tête là-dessus, oui, sur les luttes, quand il y avait une lutte sociale, il me semble, à la fin des années 90, on avait vite fait de nous parler des migrants, des gens qui étaient plus malheureux que nous, quoi, voilà, qu'il y a plus malheureux que nous ailleurs, quoi, voilà. Et c'était un peu c'était aussi, enfin, c'était une réponse à ça, oui, c'était pas directement une réponse à ça, mais j'avais ça en tête aussi en faisant le film, quoi. Donc, Du coup, que tu as développé après avec Voici venu le temps, qui alors est après là l'erreur, pour le voilà. coup, qui est politiquement beaucoup plus. C'est peut-être ton film le plus politique. Enfin, politique, je veux dire Ouais, dans le sens où c'est vraiment affirmé, quoi. c'est On est dans la affirmé, lutte des ouais. classes. Ouais. La lutte des classes, et puis est-ce que c'est la lutte armée ou est-ce qu'on est plus diplomatique que ça? Voilà, bon, tout ça dans un monde quand même très réinventé entre, on va dire, du monde de médiéval ou science-fiction, heroic fantasy. Bon. Alors après, à mon avis, l'erreur a été de faire Voici venu le temps. C'est-à-dire que je trouve que du Soleil pour les gueux, ce qu'il y avait de bien, c'est que tout ça était évoqué, quoi. Il y avait le hors-champ et Voici venu le temps. Non, non, le projet était très bien, mais je pense que c'est un film qui manque vraiment de. On a manqué de moyens, on a manqué de. Enfin, je trouve que le film est un peu cheap. On a dû tourner très 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 vite. Le film manque d'ampleur et de souffle, quoi, par rapport à ce qu'il l'aurait demandé, quoi. Voilà. Après, il reste effectivement reste un contenu politique, oui, reste des images ouais, qui sont pas si mal, quoi. Bon, mais quand même, non, ben, c'est marrant. C'est un film, hier j'étais à la forêt électrique, on parlait des questions de territoire. C'est un film que j'avais vachement conçu à partir de l'Aveyron et de la Lozère. Voilà, moi je voulais, c'était Aveyron-Lozère. Alors l'Aveyron, qui était le pays que je connaissais par cœur, où je vivais encore quand je l'ai écrit, quoi, et que j'avais beaucoup exploré, et la Lozère qui était un peu mon pays mythique, quoi. C'était l'endroit où j'avais envie d'aller. Je rêvais de ces paysages de Lozère, quoi. J'avais un pays que j'avais vraiment envie d'investir, quoi. Voilà, c'était pas chez moi, c'est marrant, mais j'avais envie que ça devienne un peu chez moi, quoi. Et j'avais envie de tourner entre l'Aveyron et la Lozère. Et le film, pour des raisons de production, ça se termine entre le Puy-de-Dôme et les Bouches-du-Rhône, quoi. Voilà, et bon, ça manquait de respect au Puy-de-Dôme et aux Bouches-du-Rhône, c'est pas pareil, quoi. Voilà. Donc, enfin, et puis c'est pas pareil. Je pense que j'aurais pu y trouver mon bonheur, quoi. Mais pareil, manque de repérage. C'est des pays que je connaissais pas. C'est des endroits que je sais pas. C'est la première fois même que je me retrouve dans ce film-là à
arriver à tourner dans un lieu qui, pour le coup, devient vraiment un décor, quoi, dans un lieu où je n'étais jamais allé, quoi. Je n'avais même pas repéré avant, j'étais même pas venu. On arrive le matin, ah oui, c'est là qu'on tourne, bon, voilà, parce que bon, c'était fait planter par un autre décor, quoi, voilà. Mais ouais, et je pense qu'il y avait aussi dans Du Soleil pour les gueux, il y a tout un truc qui réussit, qui déploie tout un monde qui est hors champ, quoi, qui donne à imaginer tout un monde hors champ. Et là, ce monde nous est donné un peu dans Voici venu le temps, et je le trouve un peu décevant, quoi, ce monde-là, quoi, voilà. Bon, mais bon, voilà, ouais, bon, n'ajoutons plus. Et, et du coup, là, parce que tu parles de lieux de tournage où tu souhaitais tourner, puis pour des questions de production, donc ça se passe ailleurs, etc. Est-ce que on peut parler de géographie, presque d'une géographie guiraudienne, qui serait de bouger les frontières. Je pense à Pas de repos pour les braves, pour le coup, qui est vraiment marqué, tu vois, je sais pas, Buenos Aires ou le Hong Kong, enfin, c'est-à-dire où on retrouve des noms qui nous sont familiers, des lieux qui nous sont familiers, et en même temps qui deviennent complètement mythiques, autres, enfin, qui sont locaux et universels. Oui, oui, tout à fait, ouais. Alors, ben oui, donc, alors là, pas de repos pour les braves, c'est vraiment un très bon exemple pour ça, quoi. Il y a un moment où j'ai eu envie de réinventer un peu le Sud-Ouest, quoi. Alors après, je pense que tu parlais de géographe, ouais, moi je pense que je suis vraiment, je suis très géographe. Ouais. J'aime, ouais, enfin, ouais, moi je peux rester des plombes à rêver sur des cartes routières, hein. Je pense que j'ai beaucoup voyagé avec un globe terrestre, le globe terrestre et l'Atlas, quoi. Ouais, et puis ça me plaît même de réinventer tout ça. Je sais que j'aurais aimé. Là, j'ai vu je me suis acheté il y a pas longtemps un atlas des mondes imaginaires, quoi, parce qu'il existe quand même beaucoup de mondes imaginaires. On va commencer par les plus connus sur l'Atlantide, des choses comme ça, quoi. Mais on s'est toujours complu à inventer des mondes. Alors ça, je pense qu'il y a un côté, je pense que ça passe, c'est une envie de mythifier un peu mon pays, quoi, de lui donner une autre dimension. Bon, là, effectivement, je pense que la bonne idée du truc étant les Buenos Aires écrit à la française, ou Hong Kong aussi, enfin à la française, même à la sud. Il y a un côté, c'est un côté très sud. C'est vrai que quand tu mets les panneaux Beyrouth, Bairute, quoi, voilà, ça prend une autre, ça prend une autre allure, quoi. Voilà, c'est à la fois le bled du coin. Et bon, et en même temps, on sait que l'autre, qu'il y a quand même un mec qui a fait des jeux de mots avec ça, quoi, qui s'est bien amusé à inventer ces noms, quoi. Et ça devient un territoire. Il y a une phrase, je crois que c'est Truffaut qui disait ça, quoi, que le cinéma, c'est pas la réalité, que c'est pas le rêve, mais que c'est un territoire entre les deux. Et j'aime bien cette idée, quoi, que le cinéma réinvente un territoire, quoi. Bon, je pense que ça devrait s'appliquer un peu même à l'art en général, quoi. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui me correspond assez bien, quoi, l'idée d'investir parce que finalement, il est vachement fait, quoi. Le film, il est fait entre le Tarn et les Pyrénées-Orientales, quoi. Enfin, il y a un passage dans les Landes aussi, quand même. Ouais, parce que l'océan, c'est vrai que faut se lever matin pour le trouver dans les Pyrénées-Orientales. On voulait une grande vague, on a eu un océan magnifiquement plat, quoi. Voilà, bon. On aurait pu faire ça à la Méditerranée, quoi. Voilà, bon. Mais il y avait, ouais, cette idée je sais pas, c'est comme si ça élargissait le périmètre, si ça élargissait le territoire, et même que ça le mettait à une autre dimension, quoi. Je pense qu'il y avait vraiment cette envie de ça, quoi, peut-être de traiter le Sud-Ouest comme on a fait le mettre au même niveau même de road movie qui se passe aux États-Unis, quoi, voilà, de Sailor et Lula, quoi, voilà. Il y avait quand même cette idée, ouais, pour moi, ouais. Oui, ça me parlait du western, mais quand même je le pensais, disons, Pas de repos pour les braves, c'était vraiment pensé comme un road movie
Qui tourne en rond, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le road movie où on va pas d'un point, on traverse pas le Far West, tout ça, mais de toute façon, on revient au point d'arrivée, quoi. Voilà, comme, enfin, bon, voilà, on retrouve un peu les thèmes que tu évoquais au départ. Enfin, le côté, on se, on se met en mouvement, mais bon, on se met un peu en mouvement des fois pour pas grand-chose non plus, quoi. Et du coup, là, sur cette, justement, ces questions de distance, etc., pour revenir à peut-être une question de forme, souvent, on est en mouvement et en fait, et ça va, il y a le mouvement et à la fois, il peut y avoir comment dire, de l'ellipse dans le voyage. Enfin, là, pour le coup, je pense, enfin, pour moi, c'est peut-être le plus marquant, c'est d'en rester vertical, où quand même on passe on passe du Cos à Brest quasiment comme ça. Enfin, Ouais. alors que d'habitude c'est quelque chose qu'on va peut-être développer, donc on est toujours en mouvement. Il y a ce côté road trip et en même temps avec des ellipses. Il y a un traitement du temps Ouais. qui était extrêmement particulier. Alors, ouais, alors disons que dans Rester vertical, ça donne ça comme quoi effectivement on fait pas toujours ce qu'on veut quand même dans le Cinoche. Et c'est un peu un truc un peu, c'est un truc un peu loupé quand même ça dans Rester vertical, c'est-à-dire que on a filmé des passages sur la route et c'est marrant, ça marchait pas dans le film. Et moi, ça a été une de mes grosses déceptions du montage. On a souvent des déceptions au montage où on se dit ah merde, finalement le truc qui marchait si bien à l'écrit, eh ben ça passe pas du tout. Même quand on tournait, moi je pensais que d'avoir des longs tronçons de route, parce qu'on avait des longs travelling sur la route et tout, qui étaient d'ailleurs très beaux quoi. Mais c'est marrant, ça marchait pas quoi. Voilà. Et du coup, bon, j'ai réalisé qu'effectivement on pouvait se dire que Brest était au pied du Cosméjean quoi dans le film. Alors, bon, à partir de là, on se dit, merde, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et comme quoi, ben, après, ben, faute contre mauvaise fortune, on fait bon cœur, quoi. Enfin, on s'est débrouillé. Et d'ailleurs, on s'est dit, ah mais non, mais bon, moi, ça m'a pris un certain temps. On va se dire, ben ouais, non, mais justement, ça participe vachement du film, même de sa dimension onirique, quoi. C'est-à-dire, en 2 temps, 3 mouvements, le mec se retrouve ailleurs et on n'a pas besoin de s'emmerder au parcours, vu que ça, c'est jamais qu'un mec au volant de sa bagnole, quoi. Voilà. Et on s'est dit, et puis finalement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien de façon totalement elliptique. Le contre-coup du truc, c'est qu'il y a pas mal de gens qui croient que Brest, c'est 7 ans. Parce que, ouais, ils ont. Dès que tu as un peu une conscience de la géographie française, enfin, tu vois où c'est la Lozère, mais le Marais Poitevin, enfin, le Marais Poitevin, c'est des canaux dans lesquels on circule en barque, mais pourquoi ce ne serait pas dans le Gard, après tout? Enfin, donc, bon, c'est pas mal, tout le monde se refait sa géographie. Bon, après, j'ai tendance à leur dire, écoutez, quand même, Brest, ça ne ressemble pas à 7. Il y a même quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, non, mais et donc, quand il se retrouve à Montpellier, bon, Montpellier, quand même, merde, le port de Montpellier, va falloir attendre vraiment la hausse des eaux, la montée des eaux, va falloir attendre un peu là pour. Et donc, c'est assez étonnant comme tout le monde se refait sa géographie. Alors, je suis partagé là-dessus. C'est vrai que je me dis, ok, c'est très bien on a même arrangé le truc, on a même essayé avec un passage sur le pont de Saint-Nazaire. Mais bon, là, après, il faudrait miser sur une grande connaissance du public, de lieux que, bon, il n'a aucune raison de connaître aussi, quoi. Enfin, et de toute façon, voilà, je me dis, finalement, parce que c'est des questions qui se posent. Au bout d'un moment, on se dit, tiens, et est-ce qu'on ne mettrait pas un carton, Brest, le truc classique au Cinoche, et c'est nul, quoi. Enfin, bon, on se dit, en plus, le film a carrément. Enfin, l'essentiel est ailleurs, quoi. Voilà, fondamentalement, c'est ça. Parce que c'est vrai que je sais que Pas de repos pour les braves, on a eu le même truc, quoi. C'est-à-dire, Pas de repos pour les braves, Blam, on le voit au bord de la mer, il se fait avaler par une vague, et on le retrouve en train de marcher sur la route. Pareil, tu te dis, tiens, on pourrait mettre 3 mois plus tard, voilà, bon.
histoire de casser l'ellipse, mais non, c'est vachement. Enfin, c'est vrai que quand même, ça reste plus beau en maintenant l'ellipse et même le mystère de l'ellipse, quoi. Voilà. Euh, oui, c'était ça. C'était pour revenir. En fait, on était parti sur l'ellipse. Hein. Je suis bien retombé sur mes pattes. Ouais, c'était pas mal. Et non, en plus, c'est con parce que j'avais une autre idée d'ellipse. Ben c'est sur Miséricorde d'ailleurs. Bon, je vais pas en parler parce que voilà, mais où ça a été une grande question avec le monteur. Euh, où je trouve il me semble que c'est un film. On a mis un nombre de séquences à la poubelle, quoi, hallucinant. Et moi, j'arrêtais pas de lui dire, mais attends, non, mais on comprendra pas là. Le film est devenu hyper elliptique, alors que finalement, ben, les trucs que j'avais pas tourné, que j'avais pas bien tourné dans Rester Vertical, et ben ils marchaient là, mais on se disait mais non, c'est bien, ça fait le film avance vachement plus vite, et on s'est retrouvé dans un truc d'ellipse alors qu'il le demandait pas forcément, le film ne le demandait pas vu qu'il était, ça se passe toujours au même endroit, dans un temps très très raisonnable, quoi. Voilà, il y a aucune séquence onirique, bon je pense qu'à aucun moment on est largué, mais même c'était assez fluide, quoi. Et c'est étonnant comme quand même il y a ça crée des espaces dans lesquels on se dit que quand même le spectateur est obligé quand même un peu de mouliner, de se refaire le film, de se le faire à sa sauce, quoi, de s'en emparer, de travailler peut-être aussi d'une certaine manière, quoi, de cogiter. J'aime bien cette idée, ouais, quand même que le spectateur non mais ouais, soit actif et comble des trous à combler, quoi. Voilà, il y a quand même ouais, j'ai l'impression même que c'est une base vraiment fondamentale du cinéma, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez posé des questions? Je passe le micro. Bon, en attendant que vous réfléchissez, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu dirais qu'en fait c'est le film qui impose son rythme plus que toi, en fait, que c'est le film, enfin, c'est-à-dire que toi, tu as une idée, et en fait, c'est le film qui va lui imposer je sais pas, son rythme et le récit, finalement. Alors, ben moi, c'est marrant parce que même longtemps, moi, j'ai cru sur mes premiers films, moi, je me disais, il faut tout maîtriser, et l'essentiel se passe l'essentiel se passe au tournage, et après, le montage, grosso modo, c'est on colle tout ça dans l'ordre, en enlevant action, coupé, et éventuellement, on réajuste en coupant des secondes, tout ça. Et ben ouais, non, en plus, moi, ça m'a pris un temps fou de comprendre que non, ça se passait autrement, et qu'en montage, finalement, le but du jeu, c'était aussi de savoir écouter le film, quoi, de savoir où allait le film, parce que finalement, il va pas tellement là où on avait prévu qu'il aille, quoi. Enfin, bon, dans les grandes lignes, il y va, mais c'est marrant comme il y a disons que il redevient autre chose. Et alors, bon, je vais citer Robert Bresson, là, attention, on monte d'un cran. Il disait, le film, il est tué, d'abord on l'a en tête, il est tué sur le papier, il est tué une première fois sur le papier, puis il revit devant nous avec les décors, avec les personnages en costume, dans les décors, dans les lieux. Puis là, il est tué sur la pellicule. Et après, il revit au montage. Et c'est là qu'il revit. Et c'est vrai que je suis vraiment d'accord avec cette idée c'est vrai qu'il prend vraiment un sacré coup dans la gueule quand on l'a déjà à l'écriture. Puis un autre coup au tournage. C'est vrai que voir les rushs, c'est toujours hyper déprimant. C'est-à-dire vraiment les prises de vue telles qu'elles sont, quoi. C'est consternant, quoi. Voilà. Et au montage, il reprend une autre gueule. Et c'est vrai qu'il faut savoir faire avec. Alors, il faut savoir faire le deuil de plein de choses, quoi. C'est effectivement bon, c'est dur, mais bon, faut faire avec. Et faut
faut savoir faire avec ce qu'il est, quoi, et savoir enlever ce qui va pas, et même savoir réécrire le film, quoi. Enfin, ouais, quand même, finalement, on remodifie. Ouais, en fait, il faut vraiment oublier le tournage, il faut oublier le scénario, quoi. Et ça, c'est, moi, à mon avis, ça, c'est un travail de réalisateur. Je trouve que ça, enfin, moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Moi, c'est vraiment, j'ai compris ça, j'ai l'impression, même à rester vertical, c'était compliqué. J'ai l'impression que j'ai compris ça vraiment là depuis deux films, quoi. Ouais. Enfin, que j'ai compris. Non, j'avais compris avant, mais je l'ai intégré, quoi. Voilà, c'est-à-dire que j'arrive à me dire bon, ouais, voilà, bon, voilà ce qu'on a. C'est quand même pas si dégueulasse que ça. Et voilà comment on peut. Enfin, ouais, j'ai moi-même même des idées de coupe, mais de folie, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez réfléchi à des questions? Oh, c'est loin, là. Bonsoir. Alors j'ai découvert votre cinéma avec L'Inconnu du Lac en 2013. Bon bah oui, enfin moi je vous le dis, hein, je l'ai dit dès 2013, un chef-d'œuvre, voilà. Dans le sens où je m'attendais pas à ce que ce soit un film français qui soit aussi ambitieux sur des thèmes pareils. Pour reprendre ce que vous disiez en tout début de rencontre, oui, je pense que votre cinéma est vraiment traversé par le désir au sens le plus large du terme et les pulsions. Beaucoup plus prosaïquement, les pulsions. Oui, les pulsions de mort, les pulsions de vie, voilà. Donc ça, j'avais envie de vous le dire aussi. Et c'est vrai que la question du danger, par exemple, je trouve, est quand même là aussi. C'est-à-dire qu'au milieu de justement d'Eros et Thanatos, le danger est là. Voilà. Et dans L'Inconnu du Lac, la fin du film, notamment la fin du film, je ne la dévoile pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on ne sait-on jamais. La fin du film, justement, c'est une des raisons qui m'a fait dire, oui, on a un chef-d'œuvre devant nos yeux. Parce que tout le danger du film, finalement, est à la fin, quasiment. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Voilà. On laisse justement l'imagination du spectateur à l'épreuve, presque à l'épreuve de ce que l'on est en train de voir, de ce que l'on a vécu pendant 1h30, 2 heures de film. Voilà. Et comment vous dire, moi, je me suis posé la question, alors là, c'est vraiment des remarques personnelles, hein, mais moi, j'avais vu donc L'Inconnu du Lac, j'ai vu tous vos films suivants, bon, après, il n'y en a eu que 2, hein, voilà. J'ai vu que Miséricorde, la date de sortie du film est sortie il y a 2 jours, le 12 octobre, je crois, hein, quelque chose comme ça. Le 16. Le 16, ouais. Voilà, parce qu'il y a encore 3 jours de ça, elle n'y était pas. Hein. Voilà, donc, oui, en fait, j'étais content qu'il y ait une rétrospective de votre cinéma, parce que je me suis demandé vraiment d'où vous étiez parti avant L'Inconnu du Lac, vu que j'avais vu les films suivants, mais d'où vous étiez parti. Donc je suis allé voir les courts-métrages samedi, dimanche, enfin, je les ai tous vus, et donc ce soir le dernier, donc j'aurais vu, on va dire, grosso modo, tous vos films, hein, voilà. Et c'est vrai que j'ai été surpris par le côté mythologique de certains de ces films-là, qui n'étaient pas vraiment présents dans les films suivants, hein, après L'Inconnu du Lac. J'ai été surpris par le côté justement de la perdition, des personnages qui se cherchent, voilà, vous qui jouez dans le court-métrage, j'ai trouvé ça très drôle, voilà. Montpellier, voilà. J'ai trouvé ça très très drôle. Et voilà. Et c'est vrai que finalement, en voyant tout ça, j'ai repensé à L'Inconnu du Lac. Je me suis dit, ben oui, comme quoi, des fois, c'est en resserrant un espace-temps qu'on arrive finalement à se trouver. Pardon, hein, je parle de vous, hein, mais à se trouver. Et malgré le fait qu'on se perd, comme malgré tout, dans ce film-là aussi, comme dans les précédents. Mais malgré tout, on s'y perd. Et j'ai envie de te dire, c'est peut-être un peu moins vain que dans les films suivants. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu plus creux dans les films suivants, alors que finalement, à partir de L'Inconnu du Lac, notamment avec la question du danger, d'un danger réel, parce que la question du danger, elle y est déjà dans les films précédents, parce qu'il y a déjà des morts, hein, il y a déjà des morts. Mais bon, moi, les morts dans vos films précédents, je les prends pas trop au sérieux, en fait, en tant que tels. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Voilà. Alors qu'à partir du moment de L'Inconnu du Lac, je sais pas, là, tout d'un coup, le danger, oui, il est bel et bien là, vraiment. Voilà. Et en fait, pour en revenir donc vraiment au début de votre carrière, parce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer d'où est venue votre inspiration avec L'Inconnu du Lac. Hein. Il y avait le roman, tout ça avant, hein, voilà. Mais par contre,
quel a été pour vous le déclencheur, la chose qui vous a fait dire je vais faire du cinéma, je vais peut-être faire des choses moyennement intéressantes avant l'inconnu du lac, je vous le dis comme je le pense, hein, d'accord? Voilà. Voilà. Oui, oui, allez-y. Voilà. Non, mais en plus, je suis d'accord, il y a des trucs. Ah, merci beaucoup, ouais, ouais, merci fait, beaucoup, ouais. merci beaucoup. Je suis quand même assez pertinent non, dans les remarques non, que je fais en général. Hein. J'essaye de l'être en tout cas. J'essaye de l'être. Donc, quel a été pour vous le déclic ou les déclics qui vous a fait que, je ne sais pas quand est-ce que vous avez tourné le film où vous jouez dedans, vous aviez quoi, 20-25 ans à cette époque-là, j'imagine? Oh non, j'étais plus vieux que ça, c'est gentil, mais j'en avais 35. Ouais, ok, d'accord. Bon, mais quel a été le déclencheur, le déclic qui vous a dit, parce que vous venez d'une famille d'agriculteurs, si j'ai bien compris, vous n'avez aucune formation dans le cinéma? Non. Hein, c'est ça? C'est Franck Lubert qui l'a dit en début de semaine. Non, voilà. Franck, raconte pas des conneries. Voilà. Donc, sachant que vous n'avez aucune formation, j'imagine que malgré que le magnétoscope existait à l'époque, vous ne deviez pas avoir accès à des vidéoclubs de dingue là où vous viviez, j'imagine? Non. Je veux dire, dans le sens où l'accès au film n'était pas forcément hyper important, j'imagine aussi, dans le contexte de campagne dans lequel vous étiez. Non, ouais, après, non, j'ai un peu vécu, oui, j'ai quand même vécu à Toulouse, à Montpellier. Ouais. Et non, mais effectivement, je suis pas un gros, je peux pas, je suis pas un grand cinéphile, quoi. Enfin, j'ai pas vu énormément de films. Je vois des cinéastes de mon âge, enfin, même quand on avait 30-40 ans, ils avaient vu vachement plus de films que moi, quoi. Effectivement, j'ai jamais été un rat de cinémathèque et j'ai jamais, mais même ça a été une question de moyens, quoi. Mais bon, après, je pense que donc le déclic, ça a été quoi? J'avais quand même une base, quoi, voilà. Le déclic, ça a été quoi? Donc, mais vous n'avez pas vu beaucoup de films, que vous veniez d'une famille où a priori l'art et la création n'étaient pas très importantes, vu que vous n'aviez aucune formation dans ce domaine-là, qu'est-ce qui a été le déclencheur et qui vous a dit à un moment donné, allez hop, j'y vais? Avec les moyens du bord, je m'en fous, j'y vais. Qu'est-ce qui a fait ça? Par rapport aux peurs et aux complexes que vous deviez avoir à l'époque. Vous deviez avoir peur et des complexes à l'époque, non? Ouais, c'est toujours pareil, c'est peur et envie, quoi. C'est toujours les choses se mélangent, quoi. Oui, peur et attirance, quoi. Disons que non, en fait, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de déclic. Moi, ça a été un processus même très long, je trouve. C'est-à-dire qu'il y avait, je pense que fondamentalement, j'ai eu envie de faire du cinéma. Je devais être en 5e ou 4e, mais c'est devant, parce que je tripais devant des péplums, Tarzan, des westerns. Enfin, c'est pas. Je ne suis pas venu au cinéma avec Robert Bresson et Karl Dreyer. Hein, je suis venu plus par effectivement un cinéma extrêmement populaire, quoi, ou même Fanfan la Tulipe, hein, par exemple. Et puis, mais je me suis pas. C'est pas là que j'ai commencé à me dire je vais être cinéaste. Puis après, il y a eu comment dirais-je, il y a eu le ciné-club au lycée. On avait un ciné-club autogéré où j'ai découvert des gens plus politiques comme Costa Gavras, Yves Boisset, un cinéma plus militant, qui dénonçait les injustices dans le monde ou en France. Et ça, là, ça a commencé à m'intéresser, mais ça ne me suffisait pas. Et là est venu Louise Buñuel qui arrivait à mélanger le social ouais, quelque chose d'un peu plus surréaliste, du fantastique, quelque chose qui nous a mené un peu ailleurs, quoi. Mais pareil, alors après, en terminale, quand j'ai passé mon bac, je voulais passer l'IDEC, ce qui était l'Institut des hautes études cinématographiques, la voie royale pour faire du cinoche, qui est devenue la FEMIS, quoi, voilà. Mais bon, je me sentais pas, enfin, je voulais, mais pareil, on était plus dans la velléité, c'est-à-dire, il n'y avait pas, je sentais que j'avais ni la culture générale, ni les connaissances filmiques, j'avais pas vu assez de films, assez évident pour le tenter. Vivre à Paris, ça paraît, c'était inenvisageable, quoi. Voilà, le cinéma pendant longtemps m'est apparu comme quelque chose de très loin, socialement et géographiquement, quoi, voilà. Et je sais pas, je m'y suis mis, moi j'ai commencé à écrire des romans, puis je m'y suis mis un jour, fondamentalement, peut-être que là où j'ai franchi le pas, c'est un jour, je me suis dit, je vais écrire un truc.
tu vas arrêter de te dire il faut écrire des romans ou il faut faire du cinéma. Tu vas écrire un truc déjà, un truc qui sorte un peu de toi, qui soit pas sous une influence trop visible, quoi. Et tu t'en fous de savoir si ça sera un roman, une nouvelle, une pièce de théâtre ou un scénario. T'écris un truc et puis voilà, quoi. C'est un truc et j'ai écrit un truc. Voilà, qui ne ressemblait ni à une nouvelle, ni à une pièce de théâtre, ni à un scénario. Et que, ouais, effectivement, peut-être que là, il y a eu un déclic. Bon, le déclic, je l'ai quand même laissé 2 ans dans un tiroir, ce truc. Hein, voilà, bon, donc, quand même, c'est pas franchement un déclic, quoi. Enfin, c'est un déclic long, quoi. Et un jour, je l'ai ressorti. Et puis, il y a des gens qui m'ont encouragé à le tourner, dont Guy Cavagnac, ouais, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est avec toi qu'on en parlait, mais on a parlé de Guy Cavagnac, qui était un producteur qui a essayé de s'installer à Toulouse, qui a produit quelques films d'ailleurs sur Toulouse à l'époque. Ça a dû durer une dizaine d'années, les ateliers Cervantes. C'était les ateliers Cervantes, les ACS. Et bon, et moi, évidemment, il m'a donné envie, mais enfin, c'était le moment où les ateliers périclitaient, quoi, où il abandonnait la production à Toulouse, et il abandonnait, je crois, la production tout court, quoi. Mais je me suis dit, bon, quand même, et là, après, ça a été une question d'envie, une question de désir, vraiment. C'est-à-dire, j'ai très eu envie de le réaliser. Voilà, je me suis pris par la main et puis je m'y suis mis. Et c'est vrai que j'ai un peu tout appris du cinéma avec ce film, quoi. Et si j'avais su qu'il y avait tout ça à faire après avoir tourné le film, je ne sais pas si je me serais lancé dans l'aventure, hein. Parce que je découvrais les trucs étape par étape. C'était vraiment un gros parcours initiatique, très, à la fois pénible, mais en même temps très enthousiasmant, parce que ça m'a donné envie d'en faire un autre. Et puis après, je sais pas, on se dit pas, vous voyez bien, quand on a 20 ans, on se dit pas, je vais faire ça, puis après je ferai des longs, puis après on avance un peu, étape par étape, ça marche pas. En plus, ça marchait pas du tout, au début, quoi, voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai du mal à parler de. Il y a eu une envie dans la tête très jeune. Puis après il y a eu des. Voilà, ça a été. Je parle plus de nécessité même. Hein, je me pousse. Je veux dire régulièrement. Voilà, j'ai envie de faire un film, quoi. Voilà. Et puis ça m'est nécessaire, quoi. Ouais. Merci. Une autre petite question. Profitez-en parce que c'est bientôt la fin. Soyez pas timide. Hein. Attendez, on vous amène le micro, s'il vous plaît. Ouais, je sais. Merci, c'est une question soufflée par ma fille qui n'ose pas la poser. Je voudrais savoir, dans le film qu'on va voir tout à l'heure, Le Roi de l'évasion, pourquoi le choix du personnage d'une collégienne dont le héros tombe amoureux? Pourquoi alors bon, puis c'est elle aussi, quoi, hein, qui quand même, lui au début, quand même, quand elle lui propose la botte, il sait pas trop quoi en faire de ça, quoi. Et parce que on va dire qu'elle a redoublé sa 3e, quoi. Donc c'est un peu là que commencent quand même les émois amoureux, quoi, les premiers émois amoureux, quoi. Voilà. Non, mais ça participe vraiment de tout un truc, quoi, d'aller contre des choses établies en vigueur, d'un ordre établi. Enfin, une nana qui tombe amoureuse c'est marrant, même les trucs un peu transgénérationnels, je le voyais très peu à l'image, quoi, très peu à l'écran, quoi. Voilà. Enfin, et même, de toute façon, il y a toujours une idée de vouloir universaliser ces histoires intimes. Moi, je sais, ça a été toujours quelque chose d'important, quoi. Voilà. Mes premiers émois amoureux, moi, ça a commencé en 4e, hein, voilà, et avec un homme qui avait le double de mon âge, quoi. Voilà. Donc, et bon, enfin, est-ce que sous-jacent à cette question, il y a l'idée de la pédophilie ou non, quoi? Enfin, est-ce que c'est gênant l'idée de la... parce que dans l'état actuel, quand même, ouais, je me retrouve souvent confronté à des trucs comme ça auxquels je n'avais pas droit il y a 10 ans. Je pense que c'est par rapport au contexte actuel. Ouais, voilà, est-ce que ce n'est pas un risque ouais. de prendre ce choix-là au cinéma enfin, peut-être pas un risque, mais en tout cas... heureusement, voilà, les jeunes filles et les jeunes mecs ont envie de faire l'amour, quoi. Quand on arrive à l'adolescence, normalement, quand on est normalement constitué, ça arrive. Hein. Moi, vous savez, il y a un mec, il n'y a pas longtemps, il me racontait qu'il se masturbait à 7 ans, quoi.
quoi. Et enfin, c'est marrant, c'est un truc qu'on a tendance à évacuer, l'idée que la sexualité des jeunes, quoi. Enfin, la sexualité commence pas à 15 ans et 3 mois, quoi. Voilà. Enfin, enfin, l'envie de sexualité ne commence pas là, quoi. Donc, ouais, moi, oui, j'aime beaucoup mettre le pied dans le plat. Si vous lisez mon dernier roman, il y a même une histoire avec un enfant de cœur. Voilà, je suis un des derniers à défendre les prêtres pédophiles, quoi. Voilà. Non, je défends pas les prêtres pédophiles, hein, on est d'accord. Mais disons qu'il y a un enfant de cœur qui a très envie de son curé, quoi. Voilà. Mais bon, je fais appel à mes souvenirs d'enfant, et voilà, quoi. Voilà. Alors là. Il s'agit d'une fille, voilà, je voulais aussi, comme je voulais aussi faire cette espèce de coming out à l'envers, quoi. j'ai mis une jeune nana, quoi, une jeune fille. Okay. Voilà. Est-ce que du coup, ça veut dire que, par exemple, pour aller un peu plus loin par rapport à la question de madame, et par rapport au contexte actuel, aujourd'hui, c'est quelque chose, tu y réfléchirais à 2 fois. Je parle pour un film, parce qu'un roman, c'est peut-être différent, mais pour un film, où peut-être où la prod te dirait, écoute Alain, t'es gentil, mais là, en fait, on va avoir des problèmes. Est-ce que du coup, il y aurait une forme d'autocensure, ou non, tirer quand même? Alors, la question, c'est vachement posée sur Viens, je t'emmène. En tout cas, ouais, parce que quand même, c'était dans Viens, je t'emmène, il y a une prostituée qui prend des torgnoles de la part de son mari, de son mec, quoi, et à la fin, alors qu'elle est sur le point de le quitter, elle retourne vers lui, quoi, parce que bon, elle l'a dans la peau, et voilà, quoi. Et la question de des baffes, c'est vraiment posé, quoi, de l'emprise. Bah, après qu'elle reparte, ça m'a été reproché, hein, qu'elle reparte vers lui, quoi. Bon, après, je veux dire, ça, enfin, si on respecte la réalité des choses, je pense que je suis plus en phase avec le monde tel qu'il est que si elle l'avait quitté, quoi. Et puis, bon, je pense que les femmes, même les femmes battues, elles sont pas connes non plus, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec le mec, quoi. Elles en ont bien été amoureuses, quoi. Et peut-être que même elles l'ont encore un peu dans la peau, quoi. Non, ça s'est posé la question de jusqu'où on va dans les... Et c'est vrai que j'ai viré quelques baffes, ouais. Notamment, enfin... j'ai viré quelques baffes. J'en ai surtout viré une que je pense que c'était sain de la virer parce qu'elle faisait rire, quoi. Voilà. Et c'était pas très sain qu'on se marre à cet endroit-là, quoi. Voilà. Mais ouais, enfin, après, je pense que je l'aurais fait pareil il y a 10 ans, quoi. Voilà, parce que bon, quand même, faut pas déconner non plus, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est aussi des sujets avec lesquels faut faire gaffe, quoi. Voilà. Dernière question. Attendez. Avec lesquels il a toujours fallu faire gaffe, je veux dire aussi. Hein. Voilà, moi, le sujet. Ouais. On va prendre le micro. Ah, Antoine, ouais, micro. Ouais. Micro. Ils veulent toujours le micro. Pour que tout le monde entende la question. Exactement. Alors on parle dans le micro. Oui, j'aimerais que tu me fasses un petit parallèle entre tes écrits, tes romans, parce que tu es aussi romancier, et tes films. Alors ce que t'apportent tes romans dans ton cinéma, et ce que ton cinéma te permet dans tes films. Alors ça, c'est une question qui va nous amener... Là, j'en ai pour un moment, quoi. Hein, parce que c'est... surtout qu'en plus, c'est une question que j'ai beaucoup développée parce que on tourne vachement autour de ça, quoi. Hein, sur ces derniers temps, là, dès que je fais une rencontre autour du bouquin, ça vient sur le tapis. Alors... en fait, c'est bien rodé, mais là, j'ai du mal à prendre mon élan, quoi. Alors, je pense que moi, j'ai commencé à écrire des romans parce que, par défaut, parce que j'arrivais pas à faire du cinéma et que ça me paraissait très compliqué de faire du cinéma. Donc, j'ai commencé à écrire des romans qui, je les relisais 6 mois plus tard, ça m'intéressait pas, puis qui sont devenus généralement, qui sont devenus des scénarios parce que c'était réellement des scénarios. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est... Parce que j'arrivais pas à trouver le style littéraire, j'arrivais pas à mettre ça en forme d'une façon littéraire, ça suffisait
pas. Et je pense que j'avais plus des images qui me trottaient dans la tête, que les chapitres étaient plus des séquences que des chapitres. Puis, je me suis mis à faire du cinéma, qui est quand même beaucoup passé par l'écrit, hein, c'est-à-dire moi, très vite, je me suis très vite dit, de toute façon, pour financer un film, il faut que ça passe par le scénario, il faut que tout soit clairement, que le film soit le plus clairement possible visualisable à partir du scénario. Donc le scénario, moi, ça a toujours été un enjeu énorme, et de toute façon, même quand j'avais pas assez travaillé le scénario, j'étais rattrapé par les contingences de production, c'est-à-dire que le film ne trouvait pas de financement, donc je repartais, et d'ailleurs, c'était des films comme Voici venu le temps, en ont beaucoup souffert d'ailleurs, hein, parce que je pense que j'ai mis 3 ans à l'écrire, j'arrêtais pas de le réécrire, et c'était très très pénible, et j'ai fait un progrès, et j'ai fait un grand progrès avec Le Roi de l'Évasion, où je me suis mis à réellement travailler avec quelqu'un, avec Laurent Lunetta, qui m'a aidé à écrire le scénario. Et donc, je crois que j'ai laissé le roman aussi pour ça, parce que je crois que je me sentais carrément incapable d'arriver au bout d'une œuvre aboutie seul. Voilà, il y a quand même le roman, il y a une vraie solitude, alors que le cinéma, il y a un truc qui est... D'ailleurs, j'aime bien... C'est vrai que je crois que le roman, c'est un truc de vieux, alors que le cinéma, c'est un truc de jeune, parce qu'il y a ce côté, il y a la phase solitaire de l'écriture, mais qui peut ne pas être solitaire. Il y a une phase très, très communautaire du tournage, qui est où on rentre quand même dans autre chose, plus efficace, et réellement communautaire. Et puis la phase plus conjugale, là où on est à 2, et des fois avec les amis du couple qui viennent nous voir pour discuter, et qui est le montage, quoi. Et j'aimais bien ces 3 phases, ça correspondait bien à mon rapport à l'autre, à mon rapport social, quoi. Voilà, j'aimais bien la solitude, la communauté et puis la conjugalité, quoi. Voilà. Et je trouve que ça va bien quand on est jeune, jusqu'à 40, jusqu'à 50 ans, c'est super, quoi. Voilà. Après, je trouve qu'on commence à se calmer sur le côté communautaire, quoi. Voilà, c'est un peu plus chiant, quoi. Voilà. Et je sais pas, parce que c'est curieux, hein, c'est à 50. Pourquoi ? Parce que finalement, même quand j'avais du mal pour repartir sur un scénario, généralement, je repartais sur une forme romancée, quoi. Voilà, je partais dans un roman et allez, j'écrivais pas mal de pages. Et au bout d'un moment, je me disais, mais non, mais ça, c'est un scénario, il faut faire un film, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à 50 ans passés, je suis suffisamment content d'un roman pour aller au bout et le publier? Je pense que ça vient de ça, ça vient que j'avais pas mal épuisé le cinéma. Je pense que Ici commence la nuit, mon premier roman publié. Je trouve une forme, mais je pense que je trouve une forme parce que ça répond aussi à des frustrations du cinéma, quoi. Je sortais du Roi de l'Évasion et j'avais... et le Roi de l'Évasion, bon, donc voilà, il y avait une histoire avec une jeune fille et il y avait une histoire avec un vieux monsieur, quoi. Et la jeune fille, donc histoire de sexe, hein, avec les deux. Et la jeune fille, évidemment, on commence à chercher chez les jeunes comédiennes, et on trouve finalement, il y a Afsia Herzi qui avait 22 ans, quoi, c'est-à-dire le rôle de la collégienne est campé par une comédienne qui a déjà 22 ans, parce qu'avant, c'était très compliqué, quoi. Voilà, trouver même 16 ans, c'était très, très... Il y en avait 2 qui étaient super, qui avaient 16 ans, mais qui n'étaient pas OK pour faire... ouais, même la nudité, l'acte sexuel, tout ça, c'était assez compliqué, quoi, pour elle. Et pareil, le vieux, moi j'aurais aimé qu'il ait 80 ans, mais qu'il ait l'air d'avoir 80 ans. Donc ça veut dire que chez les comédiens, il faut trouver quelqu'un de 95 ans, quoi, déjà, parce que les comédiens font toujours 10, 15 ans de moins que leur âge, quoi. Et je trouvais un gars, un homme plutôt en forme, quoi, Jean Toscan. Et il avait 79 ans, mais enfin, il faisait plutôt 60, 68, 70. Et je me suis dit, je me lance dans Ici commence la nuit,
avec une vraie collégienne et avec un vrai presque centenaire, quoi. Voilà. Et je pense que j'ai trouvé quand même un truc, il y a un élan, quoi, quelque chose qui s'est trouvé là-dedans. Peut-être aussi avec une plus grande liberté. Tu disais tout à l'heure que c'était pas du tout pareil, film et roman, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est marrant parce que avant je disais que dans les films on arrivait à mettre des trucs qu'on raconterait pas à son meilleur pote. Eh ben, je trouve que c'est un peu faux. Le film, quand même, c'est des trucs qu'on raconterait même à sa mère, quoi, finalement. Ma mère a tout vu mes films, voilà, ça n'a pas créé de gros désaccords, quoi. Enfin, il n'y a pas eu de problème, quoi. Les romans, moi, le premier roman, j'ai dit à ma mère, oh non, je veux pas que tu le lises, quoi. Hein, voilà. Bon, et parce que là, on raconte vraiment des trucs qu'on raconterait pas à son meilleur pote, quoi. Voilà. Un truc, le roman, c'est plus déjà, on sait que ça sera moins vu. Je sais pas, il y a cette idée, peut-être que ce sera moins lu. Ouais, il y a très peu de pourcentage de la population française qui lit des romans, quoi, ou qui les lit jusqu'au bout, quoi. Alors que le film, il y a Mehdi Chareff, je me rappelle, qui racontait ça aussi par rapport que ça avait été une autre histoire quand le film était sorti, que le roman, bon, ses parents l'avaient pas vu, mais le film, il n'y a pas échappé, quoi, voilà. Et putain, j'ai sacrément digressé, là. Et donc voilà, je pense qu'il y a cette idée de trouver une liberté que j'avais pas dans le cinéma, que je sentais que j'aurais finalement jamais, quoi. Et quand même, moi je trouve que je vais plus loin en littérature, quoi, que dans mes films, quoi. Voilà. Je propose il est quasiment la demi. On se fait un petit break avant de venir présenter. C'est pas d'autres questions. Ouais. Donc, merci beaucoup, Alain. Ouais, ben de rien, merci. À tout à l'heure. Merci à toi. Ouais.